Bonjour à tous. Le propos que vous allez entendre maintenant est assez déconnecté de votre pratique. Mais quelque part, mon but sera atteint si j'arrive à faire passer le message que la lutte contre la cybercriminalité est l'affaire de tous et que ça commence par le geste individuel et par l'humain. Donc la présentation qui va avoir lieu est loin de l'acte médical, mais pour vous permettre de continuer à exercer votre métier sereinement, à bénéficier des données qui permettent de l'alimenter, tout simplement à pouvoir opérer avec les données et les éléments d'information, l'écran noir de votre ordinateur serait une mauvaise chose. Et pour arriver à ne jamais subir ce qu'est un écran noir dû à un cryptolocker, à un rançongiciel ou à d'autres cyberattaques, eh bien la prévention à votre niveau, la prévention au niveau de votre équipe, la prévention au niveau de votre établissement est déterminante et ça va être l'objet de mon propos. Très bien. On verra en conclusion le point sur le robot opératoire et comment s'assurer de la sécurité informatique lors des liaisons connectées. Ce sera un point de l'intervention, mais c'est tout simplement l'application des mesures de sécurité qui vont vous être communiquées et disséminées. Et ensuite, un point d'attention qui sera la conclusion sur téléphone mobile, bloc opératoire, salle d'opération. Je vais introduire ce propos par le point d'entrée des cyberattaquants. Il faut toujours vous mettre dans la position qu'une cyberattaque, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un a saisi une porte, s'y est engouffré. Ça peut être intentionnel, je vais rechercher la porte d'entrée qui va me permettre d'accéder à votre système d'information, au système d'information de votre établissement, et ça peut être également d'opportunité. Je passe, j'ai un moyen de prendre de la donnée, j'ai un moyen de bloquer un système, j'en profite. Le deuxième point, c'est le coût d'une cyberattaque. Ça vaut la peine parce que anticiper et agir, c'est une contrainte. Élever votre niveau de sécurité, c'est une contrainte. Les mots de passe, c'est une contrainte et j'ai envie de dire, il faut l'accepter, il faut l'appliquer. Pourquoi? Parce que le coût d'une cyberattaque est très important et l'investissement que cela nécessite est important également, donc appliquons ce qu'il nous est demandé. Ensuite, sur l'anticipation, qui est le mot-clé en matière de cybercriminalité, ça va être technique, ça va être avec moult mesures techniques que je passerai assez rapidement, mais qui vous permettront aussi de comprendre pourquoi on vous demande de faire ça. Pourquoi vous n'allez pas avoir accès à l'entièreté d'un système d'information. Parce que ça a un sens derrière qui est un sens technique et qui permet d'assurer une sécurité du système d'information de l'établissement. Le deuxième point, c'est l'humain qui est central dans la cybercriminalité. Et enfin, le cas particulier de la cyberattaque liée à un téléphone mobile. Les points d'entrée du cyberattaquant, c'est le poste de travail, c'est lié au cloud, au développement des nouvelles applications et des nouvelles plateformes, au téléphone mobile et à l'humain. Chacun de ces postes, s'il n'est pas correctement sécurisé et s'il n'est pas fait application des mesures préventives requises, peuvent permettre l'ouverture d'une porte par laquelle va s'engouffrer un cyberdélinquant ou un groupe de cyberdélinquants. Ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des demandes de rançon, à des intrusions, à des vols de données, à du déni de service, c'est-à-dire un refus que l'informatique refuse de vous fournir le service. L'équation économique, elle est claire. Vous avez le coût de la cyberattaque et beaucoup d'hôpitaux l'ont subi dernièrement. Vous avez un coût d'investissement et vous arrivez à une économie qui pourrait être réalisée. Vous doivent être pris en considération les pertes financières, les coûts humains, les coûts financiers liés à l'attaque, les coûts liés à la logistique et les coûts liés à la communication. Dans la prévention en fait, pour prévenir le risque cyber, c'est augmenter sa sécurité. C'est absolument lié. Il y a deux phases. La phase 1, c'est l'anticipation. La phase 2, c'est la gestion de la crise.
Et il est nécessaire de trouver la coordination et l'impulsion qui va faire que tout le travail qui est à réaliser en phase 1 profite en phase 2. On voit trop de gestion de crise où des choses existent, des process existent, des alertes existent et ne sont pas appliquées en gestion de crise. Pareillement, on voit trop de gestion de crise qui n'a pas été assez anticipée. Et les deux causes mènent au même résultat avec des conséquences plus importantes que ce qui aurait pu se réaliser. Donc cette impulsion, vous pouvez la trouver dans votre établissement de santé, en interne ou en externe. Et là où il faut monter votre niveau de sensibilisation et votre ouverture, c'est d'accepter quelque part que ces procédures qui sont contraignantes, d'accepter de les appliquer. Parce qu'elles vont vous ralentir alors que votre charge de travail est déjà importante, ou tout au moins elles vont mettre une strate de choses à faire, tout simplement, supplémentaires à votre travail. Au niveau technique, il y a un ensemble de documents très importants qui doivent exister au sein de votre établissement, qui vont des politiques de sécurité des systèmes d'information à des plans de continuité d'activité, à des plans de reprise d'activité. Et puis tout un écosystème des interventions qui vont se dérouler. La PSSI, vous avez des modèles. J'entendais un intervenant précédent qui disait il y a des bases de process existants, appliquons-les. En matière de santé, il y a des référentiels qui d'ores et déjà existent, qui ont été établis en collaboration avec l'ANSSI et d'autres organismes. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est moteur en France, qui est performante, surchargée de travail, mais performante néanmoins, et qui va nous donner ces référentiels. Donc, il y a un corpus qui existe, qui doit être utilisé par les établissements de santé et amélioré en fonction des particularités de chacun. Nécessairement, vous allez avoir un inventaire et une cartographie des éléments qui composent le système d'information de l'établissement de santé. Le point important dont vous devez avoir conscience, c'est que vous faites partie de cette chaîne. Parce que lorsque vous utilisez votre téléphone portable en extérieur, que vous vous connectez, qu'ensuite vous arrivez dans votre établissement, que vous vous connectez au système d'information de l'établissement de santé en branchant votre ordinateur, si vous importez quelque chose de malveillant de l'extérieur, vous le balancez dans le système d'information. Et c'est pour ça que votre rôle est déterminant et que la cybercriminalité, la prévention de la cybercriminalité commence par l'humain et commence par vous et moi, nous tous. Ensuite, il y a des préconisations de base qui est chiffrer des données sensibles. Mais ça veut dire aussi à votre niveau, à notre niveau, quand nous prenons des données sensibles, par exemple sur une clé USB, il faut que cette clé soit chiffrée. Ça veut dire que vous allez aussi porter une attention à votre ordinateur, que vous n'allez laisser personne vous connecter à votre ordinateur, même si c'est dans un aéroport, même si la personne qui vous le demande est parfaitement charmante, vous ne laissez personne mettre un outil extérieur dans votre ordinateur. Pas de câble, on ne recharge pas le téléphone d'un tiers sur son téléphone, on n'introduit pas de clé USB d'un tiers, on ne prête pas sa clé USB et c'est juste vous appliquez un process et vous appliquez des règles qu'on vous a demandé d'appliquer. Les accès Wi-Fi, on est extrêmement prudent. S'il y a une règle qui doit être appliquée, c'est ne vous connectez pas au Wi-Fi. Voilà, faites un partage de connexion avec votre téléphone portable et encore de manière sécurisée. Utilisez les protocoles réseau lorsqu'ils existent et évidemment, votre accès à Internet doit être sécurisé. Ensuite, et là je vais vous dispenser de cette lecture, je viens de vous énoncer les principes de base. Il y a tout un autre pan des règles qui sont les principes, les mesures de sécurité à implémenter complémentaires. Par exemple, je vous donne un exemple concret qui vous intéresse. Protéger la messagerie professionnelle. Je suis absolument certaine que votre messagerie professionnelle est sécurisée dans votre établissement de santé. J'en suis quasiment certaine. Maintenant, vous transférez un mail chez vous, avec par exemple un dossier patient ou vous connectez par un moyen non sécurisé. À chaque fois que vous allez réintégrer votre système d'information, vous ouvrez une porte et vous ouvrez un risque. La conclusion, c'est, et c'est compliqué,
ne vous transférez pas de mail professionnel vers une adresse personnelle, vers une adresse Gmail. Une adresse Gmail n'a pas à connaître d'éléments qui relèvent de votre pratique. Autre chose, on vous demande très certainement de définir des mots de passe. Beaucoup de mots de passe assez complexes. Pourquoi? Parce que ça va fermer la porte. Donc c'est compliqué, mais oui, on va le faire. On va vous dire, vous n'avez pas accès à ce pan du système d'information. Ça vous gêne, vous auriez l'information plus rapidement. Mais oui, si une attaque se réalise, admettons, sur un pan A du système d'information, si tout le monde n'a pas accès à tout le système d'information, on a une petite chance que la cyberattaque se limite à ce pan A et ne se dissémine pas dans tout le système avec les blocs B, C, D, etc. L'humain, c'est central, et je réinsiste là-dessus. Pourquoi? Parce que dans une cyberattaque ou dans la malveillance informatique, on va avoir des origines internes et des origines externes à l'entreprise. Sur l'interne, les employés, les collaborateurs, c'est 30% de la cyberattaque. C'est vous, c'est nous, c'est moi. Sur les fournisseurs de services, les consultants, les contractants, c'est 32%, les partenaires 18%, les clients, qui pourraient être les patients, imaginons s'il y a une connexion au système d'information, c'est 12%. L'origine externe, on a du crime organisé, certes, à hauteur de 17%, des activistes à hauteur de 25%, des concurrents, ce qui ne vous concerne peut-être pas, et des hackers. Donc vous voyez bien que la messagerie reste un vecteur important de failles. Clique sur un document corrompu, suivre un lien malveillant, les chaînes de solidarité. Ça veut dire quoi? C'est que vous devez appliquer des règles simples. Vous avez pour ce qui me concerne, moi j'ai une règle très radicale, je n'ouvre plus rien quand je ne connais pas l'émetteur et il m'arrive très souvent de vérifier par un appel téléphonique et je ne suis plus de lien parce qu'il y a trop actuellement de liens malveillants et les cyberattaquants s'affinent, s'améliorent et la crédibilité du mail, du phishing, de l'opération de phishing est augmentée. Ensuite, mais là c'est plus au niveau de votre établissement, il faut porter l'information. Il faut porter l'information à tous les collaborateurs, il faut porter l'information à tous les personnes travaillant dans les établissements, tout simplement. Pour cela, il y a des documents qui s'appellent des chartes. On peut en avoir sur tout type. Elles peuvent être très spécifiques ou plus larges. Et ces chartes, je vous invite à en prendre connaissance, à les accepter, à les respecter. Au niveau de l'établissement, et ça c'est plus au niveau de la responsabilité de l'établissement, il est aussi important de le faire acter par des collaborateurs parce que ça va être un moyen de redescendre la chaîne des responsabilités. Sur les outils de sensibilisation qui existent déjà, ils sont moult. Il existe des dossiers d'information cybersécurité, des plaquettes d'information, des kits de communication cybersécurité. Vous avez matière. Maintenant, il faut que ça arrive à vous et que ce soit exploité. J'en ai déjà parlé. Les comptes privilégiés, j'en ai déjà parlé. Gestion des mots de passe, j'ai déjà fait. Sur les téléphones portables et les tablettes, le niveau de sécurité doit être aussi important que sur les systèmes d'information. Il y a une règle qui est très triste à énoncer, mais c'est que le niveau de sécurité d'un système d'information est égal au point le plus faiblement sécurisé de l'ensemble du système. Par exemple, si vous avez quelque chose de vrillé et qui constitue le socle, tout votre système a un niveau de sécurité faible. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, et un niveau qui peut être faible, c'est votre téléphone portable. Pourquoi? Parce qu'on est moins vigilant avec son téléphone portable et avec ses tablettes qu'avec son ordinateur. Pourtant, vous devez avoir la même sensibilité. Vous ne téléchargez pas d'applications qui pourraient être compromises et vous suivez les règles de la même façon sur ce téléphone que sur votre ordinateur. Pareil. Lorsque vous êtes en déplacement, les règles de vigilance énoncées par l'ANSSI, je vous les conseille fortement. Et c'est de toujours protéger quelque part votre ordinateur et de ne jamais autoriser des intrusions extérieures, de ne pas vous connecter au Wi-Fi.
Autre chose, c'est ce qu'on appelle le shadow IT. C'est quoi? C'est que vous allez avoir un système informatique recommandé et mis en œuvre par votre établissement de santé qui est sécurisé avec le directeur du système d'information ou le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information qui l'a validé et avec une cohérence d'ensemble. Vous arrivez et vous vous dites, mais moi, mon confrère, il m'a suggéré un truc super, là, une application, moi, je l'adore. Je la télécharge sur mon ordinateur. Mais là, vous êtes en train de télécharger quelque chose qui n'est pas validé par l'établissement et qui ouvre une porte de sensibilité au risque. Donc, c'est regrettable, mais à la limite, ayez un téléphone strictement personnel et téléchargez ce que vous voulez dessus, mais ne le connectez jamais à votre ordinateur ou alors au système d'information de l'établissement. Parce que vous ouvrez clairement des portes. Ensuite, sur la cybersécurité, mais là on est plus sur un niveau de responsabilité pour l'établissement, il y a une gestion qui peut se faire par le contrat. Il est important, et c'était, vous vous souvenez, quand je vous dis les sources des points d'entrée d'un cyberattaquant, il y a les prestataires et les partenaires. Il faut systématiquement identifier dans la cartographie des flux et des données qui sera établie les partenaires, et vous devez sécuriser, ou tout au moins votre administration doit sécuriser l'intervention de ces partenaires et leurs pratiques en matière de cybersécurité. Ce que vous pouvez être amené à vivre, c'est l'exercice de gestion de crise. L'exercice de gestion de crise, c'est quoi? C'est que votre établissement aura établi un plan de gestion de crise qui permet de répondre à une cyberattaque et il teste ce plan de gestion de crise en exercice de gestion de crise. Ça veut dire que, sans que vous le sachiez, vous pourriez avoir un écran noir sur votre écran et voir si tous les process mis en œuvre fonctionnent bien sous l'impulsion du coordinateur et de la référente. Donc, je serais intéressée, si un jour vous le vivez, envoyez-moi un email. Je serais toujours intéressée par avoir votre retour d'expérience sur ce qui s'est vécu. La question qui était posée, et c'est sur laquelle je conclurai, c'est cyberattaque depuis un téléphone et via des objets connectés, est-ce que c'est possible? Typiquement, c'est je laisse mon téléphone près du bloc opératoire, est-ce que ça peut être la source d'une cyberattaque, oui ou non? Ce qui peut être la source d'une cyberattaque, c'est si votre téléphone était hacké par un cyberdélinquant, que parce qu'il y a un réseau Bluetooth activé ou parce qu'il y a un moyen de remonter au système d'information à partir de cet ordinateur que vous auriez laissé ou de ce téléphone portable que vous auriez laissé, remonte au système d'information, compromet par exemple de la donnée, ou compromet la direction d'un élément qui est dans le bloc opératoire et qui donc corrompt. Ça, c'est tout à fait envisageable. Le risque n'est pas lié à la présence du téléphone portable près du bloc opératoire. Le risque est lié à la corruption de votre téléphone portable ou d'un autre élément que vous pourriez amener proche du bloc opératoire avec une connexion avec le système d'information et une compromission des données. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même, et par ailleurs, enfin vous savez, il y avait une réglementation sur le téléphone portable au bloc, et évidemment, suivre les recommandations, c'est à nouveau contraignant, mais ça vous protège. Merci beaucoup, madame. Votre texte est très attendu pour être diffusé dans l'immédiat et vos recommandations puissent être diffusées parmi les praticiens. Très bien. Une seule question, pas deux, une. Vous nous avez convaincus, madame. Merci beaucoup. Merci.